L'automne était arrivé à Lyon avec un froid précoce lorsque Claire Dupont reçut son diagnostic. La douleur abdominale qu'elle traînait depuis des mois, d'abord attribuée à une simple gastrite, s'était révélée être un cancer du pancréas à un stade avancé. À 72 ans, Claire affronta le médecin avec dignité. Bien que ses yeux trahissent une peur contenue, elle quitta le cabinet sans verser une larme, droite comme toujours, mais intérieurement, elle s'effondrait. Veuve depuis ses 60 ans, elle avait élevé seule ses enfants après la mort de son mari, André. Fière de son indépendance, elle n'avait jamais demandé d'aide. Mais désormais, son corps ne répondait plus et nécessitait des soins constants. Julien, son fils aîné, fut le premier informé. Il répondit au téléphone avec froideur, promettant de passer le week-end, bien qu'il ne vécût qu'à 1 heure de route, à Grenoble. Louis, le cadet, se montra plus inquiet, mais il résidait à Bordeaux et ne pouvait être présent régulièrement. Claire comprit, ou du moins fit semblant, tout en gardant la nouvelle comme un secret lourd. Elle maintint sa routine autant que possible, balayait la maison, préparait son petit déjeuner, allait au marché avec effort, mais la maladie ne pardonnait pas et chaque jour, son corps la trahissait davantage. La fatigue l'emportait, mais elle refusait de montrer sa faiblesse. Les nuits devinrent un calvaire d'insomnie et de douleur. Les médecins recommandèrent des soins palliatifs et une compagnie constante. Claire comprit que son combat ne serait pas seulement physique, mais aussi émotionnel. Elle perdrait son autonomie, son rôle de matriarche autosuffisante. Elle commença à se voir comme un fardeau, et cela lui faisait plus mal que le diagnostic. Elle ne voulait pas d'infirmières étrangères chez elle, ni de visites forcées de ses fils par obligation. Elle désirait une présence sincère, une compagnie véritable. En silence, elle observa qui était là et qui ne l'était pas, qui se souciait vraiment. Cette observation la conduisit inévitablement vers sa belle-fille. Entre les rendez-vous médicaux, les tasses de tisane et le silence de la vieille maison, Claire commença à mettre de l'ordre dans ses pensées. Elle regardait les photos encadrées sur le mur, les meubles anciens, les horloges héritées. Sa vie se réduisait désormais à une chambre et une poignée de souvenirs. Elle pensa à son testament, rédigé des années auparavant, et sentit qu'il fallait changer quelque chose. Plus que de répartir des biens, elle voulait laisser un legs juste, non pas à ceux qui portaient en son sang, mais à ceux qui avaient prouvé leur présence, leurs soins, leur amour inconditionnel. Pour la première fois, elle se posa une question qu'elle n'avait jamais voulu affronter. Qui méritait vraiment de recevoir ce qu'elle avait construit? Sophie était une femme discrète, à la voix douce et au regard ferme. Issue d'une famille modeste de Dijon, elle avait rencontré Julien à l'université. Ils s'étaient mariés jeunes et installés à Paris, où il travaillait dans la finance et elle comme enseignante en maternelle. Dès le début, Claire fut prudente avec sa belle-fille. Sophie n'était pas mauvaise, mais Claire avait du mal à accorder sa confiance. Pourtant, Sophie gagna sa place avec patience et constance. Elle appelait souvent, proposait d'aider pour les courses, venait les week-ends. Peu à peu, elle devint une partie essentielle de la famille, même si Claire tarda à l'admettre. Quand Claire tomba malade, Sophie fut la première à l'accompagner chez le médecin. Julien, toujours occupé par son travail, trouvait des excuses. Sophie réorganisa ses horaires, puis des congés et devint l'ombre de sa belle-mère. Elle préparait des encas pour les visites à l'hôpital, notait chaque consigne médicale, posait toutes les questions nécessaires. Sans le dire, Claire commença à lui faire plus confiance qu'à ses propres fils. Les deux femmes se mirent à partager des moments plus intimes. Un rire devant une série, une histoire du passé racontée autour d'un café. Leur lien grandissait chaque jour, solide, authentique. Un jour, Claire lui dit « Tu es plus une fille qu'une belle-fille ». La routine changea complètement. Sophie arrivait chaque matin avant 8 heures. Elle aidait Claire à se lever, lui préparait le petit déjeuner, lançait la machine à laver, faisait une promenade dans le jardin s'il faisait beau. L'après-midi, elle organisait les médicaments, lisait avec elle, cuisinait ensemble une recette traditionnelle. Claire se mit à l'appeler « ma petite ». Les infirmières du dispensaire remarquaient qu'elles n'avaient jamais vu un tel lien entre une belle-mère et sa belle-fille. Et c'était vrai. Ce qui les unissait n'était plus le mariage avec Julien, mais un amour sincère né entre elles. Claire ne craignait plus de mourir, car elle savait qu'elle n'était pas seule. Mais tandis que Sophie se dévouait pour elle, elle sentait Julien s'éloigner. À la maison, il ne parlait pas, dormait peu, s'enfermait dans des appels téléphoniques et sortait chaque soir sans dire où.
Sophie essayait de ne pas y penser, mettant son attitude sur le compte du stress professionnel, mais son instinct lui soufflait autre chose. En silence, elle commença à suspecter, tout en continuant à s'occuper de Claire. Elle savait qu'elle était à sa place, faisant ce qui était juste, non par devoir, mais par conviction. Ce qu'elle ignorait, c'était que cet amour la plaçait au centre d'un legs qui changerait sa vie à jamais. Sophie remarqua le changement de Julien bien avant de pouvoir le nommer. Il ne la regardait plus dans les yeux, ne lui demandait plus comment elle allait, ni si elle avait bien dormi. Lorsqu'il rentrait du travail, il allait directement au salon, allumait la télévision et s'enfermait dans un silence épais. Il n'y avait pas de dispute, mais pas de mots non plus. Ce qui était autrefois une routine partagée devenait une distance mesurée. Ils dormaient dans le même lit, mais séparés par des kilomètres invisibles. Sophie se demandait s'il y avait encore un « nous » ou seulement les restes d'une promesse. Au repas, Julien mâchait rapidement, sans lever les yeux de son téléphone. Si Sophie essayait de parler, il répondait par monosyllabes ou changeait de sujet. Il disait être fatigué, avoir trop de réunions, être consumé par le stress, mais au fond, elle sentait que c'était plus que cela. Cette déconnexion n'était pas seulement de la fatigue, c'était un manque d'intérêt. Julien semblait agacé par sa simple présence, comme si partager le même toit l'irritait. L'affection qu'il y avait autrefois s'était évanouie sans bruit, mais avec un vide qui envahissait tout. Sophie tenta de sauver leur lien comme on essaye de garder une bougie allumée au milieu d'un vent violent. Elle proposa de sortir dîner, de planifier un week-end, de cuisiner ensemble comme avant. Julien avait toujours une excuse. Travail, fatigue, appel urgent. Il commença même à dormir sur le canapé, prétextant des douleurs dorsales. À la maison, Sophie avait l'impression de marcher sur des éclasses de verre, mesurant chaque mot pour ne pas l'irriter. La sensation d'être seule, même accompagnée, lui griffait le cœur un peu plus chaque jour. Et pourtant, personne d'autre ne semblait le remarquer. Claire, elle, le voyait, bien qu'elle ne dise rien directement. Elle observait la froideur de son fils avec attention. Son intuition de mère ne se trompait pas. Quand Sophie entrait dans la pièce avec les yeux éteints, Claire lui prenait la main sans un mot. Dans ce regard partagé, il y avait une vérité tacite. Quelque chose n'allait pas. Sophie faisait semblant que tout était normal pour ne pas l'inquiéter, mais sa tristesse ne pouvait plus être cachée. Les nuits étaient les pires. Elle se couchait avec une boule au ventre et le sentiment d'être lentement oubliée. Et pourtant, elle continuait à s'occuper de Claire avec amour et sans se plaindre. Ce que Sophie ignorait, c'était que Julien menait une double vie depuis des mois. Lors d'une conférence financière à Paris, il avait rencontré Camille Lefebvre, une jeune femme ambitieuse, sûre d'elle et dotée d'un charme envoûtant. Elle travaillait comme coordinatrice d'événements et son sourire était aussi stratégique que séduisant. Julien, flatté par son attention, se laissa emporter sans résistance. Ce qui commença comme un flirt innocent devint rapidement une relation parallèle. Camille lui offrait admiration, fraîcheur, distraction, et Julien, dans son égoïsme, se laissa aller, oubliant les années d'amour et de lutte aux côtés de Sophie. Julien commença à disparaître le soir, inventant des dîners avec des clients, des réunions urgentes ou des voyages éclairs. Chaque fois que Sophie posait une question, il répondait d'un ton sec. « Ne commence pas, j'ai déjà assez à gérer. » Il se mit à lui parler avec mépris, comme si elle était un fardeau. Chaque geste d'affection de sa part était repoussé avec froideur ou sarcasme. Il la critiquait pour tout. Ses vêtements simples, sa voix calme, son dévouement envers Claire. Il disait qu'elle était devenue une femme ennuyeuse, éteinte. Sophie, abasourdie, ne comprenait pas quand son mari était devenu un étranger. Tandis que Julien s'enfonçait dans sa liaison avec Camille, son mépris pour Sophie s'intensifiait. Il lui reprochait de passer trop de temps avec sa mère, de ne pas se maquiller, de ne plus être comme avant. Sophie tentait d'expliquer qu'elle agissait par amour, que Claire avait besoin d'elle, mais il n'écoutait pas. Ses mots s'étaient toujours des armes, et elle, sa cible. Il commença à la laisser seule lors des événements familiaux, évitant même qu'on les voie ensemble en public. Camille, elle, savait parfaitement que Julien était marié, mais cela ne la dérangeait pas. Au contraire, cela l'amusait. Claire, depuis son lit, percevait l'obscurité qui grandissait chez son fils. En silence, elle se mit à prendre des notes dans son carnet personnel, observant les gestes de Sophie
sa manière de supporter les humiliations, sa capacité à avancer. Alors, elle comprit. Cette femme, que son fils méprisait, était la seule à être restée. Pendant que Julien cherchait ailleurs ce qu'il n'avait pas su préserver chez lui, Claire commença à rédiger sa dernière volonté où il n'y aurait pas de place pour l'ingratitude. Claire observait les gestes de Julien avec une inquiétude croissante. Quand il entrait dans la pièce, il lui accordait à peine quelques secondes. Un baiser furtif sur le front et un « Comment vas-tu » prononcé par devoir. Puis il sortait son téléphone et s'y perdait. Elle, qui connaissait son fils mieux que quiconque, sentait que quelque chose clochait. Elle remarquait l'absence de chaleur, le ton sec, le manque d'empathie. Dans ces silences, il y avait plus de distance que dans des kilomètres. Claire, déjà fragilisée par la maladie, ressentait une autre douleur, l'abandon émotionnel de son propre fils. Lors des repas familiaux, Julien parlait à peine. Si Sophie tentait d'entamer une conversation ou de raconter une anecdote, il répondait avec indifférence. Claire, assise en bout de table, ravalait ses larmes en silence. Elle se souvenait des jours où Julien l'enlaçait sans rien demander, où il l'appelait chaque semaine juste pour entendre sa voix. Maintenant, il semblait n'avoir même pas le temps de la regarder dans les yeux. Ses visites devenaient plus courtes, plus froides, plus gênantes. Claire essayait de ne pas juger, mais intérieurement, elle se brisait peu à peu. Une nuit, alors que Sophie lui ajustait la couverture sur les pieds, Claire lui demanda d'une voix tremblante « Tout va bien avec Julien? » Sophie hésita un instant, puis répondit que oui, qu'il était juste très occupé. Claire hocha la tête, mais n'en crut pas un mot. Elle l'avait élevé de ses propres mains. Elle savait quand il mentait ou se taisait pour protéger. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta à fixer le plafond, repensant au moment de l'enfance de Julien, se demandant à quel moment elle avait cessé de reconnaître le fils qu'elle aimait tant. La tristesse était un poids que les analyses médicales ne pouvaient détecter, mais qui faisait mal, peut-être encore plus. Dès lors, Claire commença à écrire dans un petit carnet qu'elle gardait sur sa table de nuit. Ce n'étaient pas des plaintes, mais des pensées, des réflexions, des souvenirs. Elle écrivait sur la vie, sur la mort qui approchait, mais aussi sur la gratitude. À chaque page, elle mentionnait Sophie, sa patience, sa tendresse, sa constance. Elle parlait aussi de la froideur de Julien, de la douleur que lui causait son absence, plus encore que la maladie. Elle ne voulait pas partir avec des rancunes, mais pas non plus avec des silences. Ce carnet serait, sans que personne ne le sache encore, la graine d'une décision qui changerait le destin de tous. Louis était toujours différent de Julien, plus réservé, plus introspectif, moins ambitieux. Depuis qu'il s'était installé à Bordeaux pour son travail, il gardait un contact limité avec la famille, mais ne disparaissait jamais complètement. Il appelait Claire tous les dimanches, s'enquérait de sa santé, du temps, de ses plantes. Ce n'était pas un fils très présent physiquement, mais sa voix au téléphone apportait toujours un peu de réconfort. Claire l'aimait, même si sa distance lui pesait parfois. Elle comprenait qu'il avait sa vie, mais aurait aimé qu'il soit plus proche en ce moment difficile. Quand Claire lui annonça son cancer, Louis réagit avec une inquiétude sincère. Il prit le premier TGV pour Lyon et passa 2 jours entiers avec elle, l'aidant, l'écoutant. C'est lui qui lui acheta une chaise spéciale pour la salle de bain et installa une petite télévision dans sa chambre. Malgré son caractère plus froid, ses gestes parlaient pour lui. Sophie l'appréciait aussi. Il était poli, respectueux et ne se mêlait jamais de son mariage. Louis n'était pas le fils parfait, mais au moins il ne faisait pas semblant, et Claire valorisait son honnêteté silencieuse, ce fut. Lors de ses visites, Louis observait l'ambiance familiale avec une certaine gêne. Il remarquait la tension entre Julien et Sophie, la froideur des gestes, les regards qui évitaient de se croiser. Un après-midi, en partageant un café avec sa mère, Claire lui confia avec un soupir. « Sophie s'occupe de moi plus que mon propre fils. » Louis ne répondit pas, mais baissa les yeux. Il comprenait que quelque chose n'allait pas, mais il n'était pas homme à confronter. Il se contenta de lui promettre de revenir bientôt, une promesse qui se révélerait cruciale plus tard. Avant de retourner à Bordeaux, Louis eut une brève conversation avec Sophie. Il lui dit qu'il appréciait tout ce qu'elle faisait pour sa mère, qu'il savait que ce n'était pas facile. Sophie le remercia d'un sourire timide.
Ce petit geste de reconnaissance lui donna du courage. Claire, depuis son lit, entendit leur échange dans le couloir et sentit une chaleur dans son cœur. Peut-être n'avait-elle pas ses deux fils à ses côtés, mais au moins l'un d'eux gardait encore le sens du respect et de la gratitude. Et cela, au milieu de tant de froideur, était déjà quelque chose. Sophie se réveillait chaque matin avec un mélange de résignation et de force. Elle savait que la journée serait longue. Administrer les médicaments à Claire, la laver, la nourrir, l'encourager. Pourtant, elle le faisait sans perdre sa douceur. Ce que personne ne savait, c'était qu'intérieurement, elle se désagrégeait. Son mariage avec Julien n'était plus qu'une coquille vide, une routine sans âme. Chaque mot de mépris, chaque silence, chaque absence nocturne la blessait comme un coup de poignard. Mais Sophie ne disait rien, ne pleurait devant personne. Elle ravalait sa douleur comme si elle n'avait pas le droit de se plaindre. Lorsqu'elle accompagnait Claire aux séances médicales, elle faisait semblant que tout allait bien. Elle saluait les infirmières avec un sourire, écoutait attentivement les médecins, notait chaque consigne. Elle était efficace, attentive, infatigable, mais à l'intérieur, elle se sentait invisible. Julien ne la touchait plus, ne lui adressait plus un regard affectueux depuis des mois. Dans la maison, il y avait deux mondes. Le sien, fait de dévouement et de tendresse, et celui de Julien, fait d'évasion et de mépris. Entre les deux, un gouffre qui grandissait jour après jour, sans que personne ne tente de construire un pont. Les nuits étaient les pires. Quand le silence emplissait les murs de l'appartement, Sophie sentait l'air lui manquer. Allongée à côté d'un homme qui n'était plus le sien, elle repensait à chaque geste de froideur, chaque esquive, chaque excuse maladroite. Elle se demandait si elle avait fait quelque chose de mal, si elle payait pour une faute qu'elle ignorait, mais elle ne trouvait pas de réponse, seulement l'écho de son propre cœur brisé. Pourtant, chaque matin, elle se levait, préparait le petit déjeuner, embrassait Claire sur le front et continuait, car au milieu de la douleur, sa dignité restait intacte. Claire voyait tout, même si elle ne disait rien. Elle remarquait la tristesse dans les yeux de Sophie, sa manière de feindre la force. Un après-midi, alors que Sophie lui brossait doucement les cheveux, Claire lui dit à voix basse: « Tu as un cœur pur, ma fille, et ça vaut plus que n'importe quel nom. » Sophie sourit, les yeux brillants, retenant ses larmes. Ces mots furent le seul véritable réconfort qu'elle reçut en des semaines. Elle sentait que ses efforts n'étaient pas vains pour celle qui comptait vraiment. Et en silence, elle décida qu'elle tiendrait bon pour Claire, même si son mariage s'effondrait sous ses yeux. Une matinée, après une nuit d'insomnie, Claire s'assit à son bureau avec un carnet vierge et une plume. Elle mit plusieurs minutes à commencer à écrire. Elle ne savait pas comment exprimer tout ce qu'elle portait en elle, mais elle devait le faire. La mort n'était plus une ombre lointaine, mais une présence qui respirait à ses côtés. Avant qu'elle n'arrive, elle voulait tout clarifier, non seulement sur le plan légal, mais aussi émotionnel. Elle voulait de la justice, pas de la vengeance. Elle voulait que son legs parle pour elle quand elle ne pourrait plus le faire de vive voix. Sur la première page, elle écrivit d'une main ferme à celle qui a vraiment été là. Semdil Saapki Sai. À partir de là, elle détailla tout ce qu'elle avait vécu ces derniers mois. Elle parla de sa maladie, de ses peurs, de ses nuits solitaires, mais surtout de Sophie, son dévouement, sa patience, son humanité. Elle mentionna aussi Julien, non avec haine, mais avec tristesse. Elle admit ne pas comprendre quand elle avait cessé de reconnaître le fils qu'elle avait élevé. Elle ne le blâmait pas totalement, mais ne pouvait pas récompenser l'indifférence. Pas après tout ce qu'elle avait vu et ressenti. Dans sa lettre, Claire précisa qu'elle voulait que Sophie soit protégée, que personne ne lui enlève ce qui lui revenait de droit, non pas légal, mais émotionnel. Elle avait modifié son testament récemment, mais elle voulait aussi laisser une lettre personnelle, à lire lors de l'ouverture officielle. Là, elle ne parlait pas de chiffres ni de propriété, mais d'affection, d'actes, d'absence et de présence. Claire savait que cela provoquerait des réactions fortes, peut-être même un scandale, mais peu lui importait. Elle n'avait plus peur d'affronter la vérité. Elle avait choisi de récompenser l'amour, pas le sang. Elle rangea la lettre dans une enveloppe et la glissa dans un tiroir fermé à clé. Puis elle regarda par la fenêtre de sa chambre. Dehors, les feuilles d'automne couvraient la cour comme un tapis doré.
Claire ressentit un mélange de tristesse et de paix. Elle savait qu'elle ne vivrait plus longtemps, mais pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en paix avec sa conscience. La décision était prise. Sa dernière volonté ne serait pas une simple formalité, ce serait sa voix, sa justice. Et même si elle ne pourrait pas être là pour la défendre, elle avait laissé assez d'écrits pour que personne ne puisse l'ignorer. À la mi-octobre, Claire demanda à Sophie de l'emmener à Paris pour une consultation médicale. C'était un jour nuageux, de ceux où la ville semble cacher des secrets dans chaque coin. Sophie, comme toujours, prépara tout avec soin. Les documents, le sac avec les médicaments, une écharpe supplémentaire au cas où il ferait froid. Mais Claire avait d'autres plans. Profitant d'une pause entre les rendez-vous, elle lui demanda de la déposer un instant à l'étude notariale familiale. « Juste quelques vieux documents à signer », dit-elle d'une voix douce. Sophie, sans suspicion, accepta sans poser de questions. À l'étude, Claire fut accueillie comme une cliente habituelle. Cela faisait des décennies qu'elle travaillait avec ce cabinet. Il connaissait de son histoire, ses biens, ses valeurs. Elle s'assit avec l'avocat principal, maître Antoine Dubois, un homme sérieux et discret, et lui tendit une feuille d'instruction manuscrite. « Je veux que cela soit acté légalement et définitivement. Je n'ai plus de doute, » dit-elle en le regardant dans les yeux. Maître Dubois lut le contenu en silence, hocha lentement la tête et commença à rédiger les modifications. Ce qui était autrefois partagé entre ses deux fils avait maintenant une nouvelle protagoniste, Sophie. La modification était claire. La maison familiale à Lyon, les 2 appartements à Dijon et le compte d'épargne passeraient au nom de Sophie après sa mort. À Julien et Louis, elle laisserait une petite somme symbolique avec une lettre personnelle. Claire signa d'une main ferme, comme si cette signature scellait plus qu'un document. Elle scellait sa vérité. En sortant de l'étude, elle s'assit un instant sur un banc dans la rue, respirant profondément. Elle ne ressentait pas de culpabilité, mais de la justice. Cette décision ne venait pas de la rancune, mais de la certitude que l'amour reçu méritait une reconnaissance claire. Quand Sophie revint la chercher, Claire sourit. « Tout est réglé », dit-elle simplement. Elle ne parla ni de testament, ni d'héritage, ni de changement. Elle rangea l'enveloppe dans son sac et parla de la circulation, du café qu'elle voulait prendre avant de rentrer à Lyon. Sophie ne posa pas de questions, elle n'en avait pas besoin. Et Claire, depuis le siège passager, l'observa du coin de l'œil, ressentant un mélange de soulagement et de tendresse. Elle savait que son temps s'épuisait, mais aussi qu'elle avait tout mis en ordre, que personne ne pourrait dire qu'elle n'avait pas su reconnaître celle qui avait été là. La mort arriva en silence, comme un soupir en fin d'après-midi. Claire était de plus en plus faible depuis des jours, la voix éteinte, les yeux perdus dans ses souvenirs. Ce jour-là, Sophie l'avait aidée à enfiler une robe de chambre propre, lui avait donné un peu de purée et l'avait coiffée avec soin. Puis elles s'assirent ensemble dans le salon, comme elle le faisait souvent, regardant le ciel devenir rouge derrière les rideaux. Claire lui demanda de s'asseoir à côté d'elle et de lui prendre la main. « Ne pars pas encore », murmura-t-elle. Sophie hocha la tête et ne bougea pas. Le cœur de Claire se mit à battre plus lentement, comme si chaque battement était un adieu. Soudain, elle poussa un long soupir, presque un murmure. Sa tête s'appuya doucement sur l'épaule de Sophie et son corps cessa de résister. Sophie ne pleura pas immédiatement. Elle la soutint en silence, immobile, comme si le temps s'était figé. Il lui fallut plusieurs minutes pour réagir, pour accepter que ce moment était arrivé. Quand elle éclata enfin en sanglots, ce fut un pleur profond, non seulement de tristesse, mais aussi d'amour et de gratitude. Elle appela le médecin de famille et Louis. Julien ne répondit pas au téléphone. Le médecin confirma le décès et rédigea le certificat avec respect. Sophie lava les mains de Claire, lui ferma les yeux avec douceur et plaça entre ses doigts la médaille qu'elle portait toujours autour du cou. Il n'y avait ni cri ni drame, juste un silence dense et sacré. Toute la maison semblait en deuil. Sophie s'assit face au corps, les mains jointes, et resta là jusqu'à l'arrivée des pompes funèbres. Elle ne voulait pas que Claire soit seule, même morte. L'enterrement fut intime, simple, comme Claire l'avait souhaité. Louis vint de Bordeaux et accompagna Sophie à chaque instant. Julien arriva en retard, lunettes noires sur le nez, sans étreinte, ni mot. Pendant la messe, Sophie ne quitta pas le cercueil des yeux.
Elle avait l'impression d'avoir perdu une mère, pas une belle-mère. Et bien que la douleur fût immense, il y avait aussi une sérénité à avoir été là jusqu'au dernier souffle. Claire s'en alla en paix, dans les bras de celle qui l'avait vraiment aimée. Pour Sophie, c'était un réconfort que personne ne pourrait lui enlever. Le jour des funérailles, l'aube était grise, avec un brouillard épais qui enveloppait Lyon comme un manteau de deuil. Sophie arriva tôt à l'église, accompagnée de Louis, et s'occupa de tous les détails avec respect et discrétion. Claire avait demandé une cérémonie intime, sans ostentation, avec seulement ceux qui l'aimaient vraiment. Quelques proches, voisins et vieilles amies occupèrent les bancs en silence. Sophie n'avait pas dormi la nuit précédente. Ses yeux étaient gonflés, mais sa posture restait ferme. Elle ne pleurait pas en public. Elle sentait qu'elle devait rester digne pour Claire jusqu'au bout. Julien apparut alors que le cercueil était déjà dans l'église. Il portait un costume sombre, des lunettes de soleil et ne salua personne. Il marcha directement vers le fond du temple, comme s'il était là par obligation et non par douleur. Sophie le vit entrer, mais ne bougea pas. Leurs regards ne se croisèrent pas. Louis, qui l'observait de loin, fronça les sourcils. Le comportement de son frère n'était pas seulement froid, il était presque insultant. Claire avait été une mère dévouée, et même sa mort ne semblait pas l'émouvoir. L'absence émotionnelle de Julien était plus évidente que jamais. Pendant la messe, Julien resta silencieux, sans participer, les bras croisés. Il ne pria pas, ne prononça pas un mot. Quand le prêtre parla de la générosité et du caractère fort de Claire, Sophie ne put empêcher une larme solitaire de couler sur sa joue. Elle pensait à chaque moment partagé, à chaque geste d'affection, aux dernières saintes paroles de Claire. Pendant ce temps, Julien restait immobile, comme un étranger au deuil. À aucun moment, il ne s'approcha de Sophie, pas même pour lui présenter ses condoléances. Il était clair que leur lien était mort bien avant Claire. À la fin de la cérémonie, alors que les gens commençaient à sortir, Julien disparut sans dire au revoir. Sophie le vit s'éloigner par une porte latérale de l'église, comme s'il ne voulait pas être vu. Pas d'étreinte, pas d'excuses, pas de regard, juste de la distance. Cette absence ne surprit pas Sophie, mais elle lui fit mal. Bien que son cœur n'attendît plus rien de lui, une partie d'elle espérait encore un minimum d'humanité. Elle ne l'eut pas. À cet instant, elle comprit que Julien n'était plus son mari, du moins pas au sens qui avait autrefois compté. 10 jours après l'enterrement, Sophie reçut un appel du cabinet de l'avocat de Claire. Maître Antoine Dubois demandait sa présence pour la lecture officielle du testament. Julien et Louis étaient également convoqués. Sophie sentit une boule dans son estomac. Elle n'attendait rien, mais pressentait que ce moment ne serait pas facile. La réunion était à Paris, dans un bureau sobre d'un vieil immeuble du quartier de l'Opéra. Sophie décida d'y aller seule. Louis viendrait de Bordeaux, et Julien, eh bien, personne ne savait s'il se présenterait. À son arrivée, elle fut accueillie avec courtoisie par le personnel du cabinet. Elle s'assit dans une petite salle aux meubles de bois sombre et aux murs tapissés de livres juridiques. Peu après, Louis entra, toujours ponctuel, toujours correct. Il la salua d'une étreinte sincère. Julien arriva en dernier, avec 20 minutes de retard, une expression arrogante et une jeune femme à son bras. Sophie la reconnut immédiatement. Camille, la femme dont elle soupçonnait la liaison avec Julien, tenait dans ses bras un bébé nouveau-né. L'air dans la pièce devint tendu, comme une corde prête à se rompre. Sophie sentit le sol trembler sous ses pieds. Elle regarda Julien en quête d'une explication, mais il évita son regard. Ce fut Camille qui parla en premier, avec un aplomb déconcertant. « Voici Bruno, notre fils. » Sophie déglutit, paralysée par le choc. Personne n'avait rien dit, mais tout était clair. Julien ne l'avait pas seulement abandonnée émotionnellement, il avait formé une nouvelle famille pendant qu'elle s'occupait de sa mère mourante. Louis observait la scène avec gêne. Il savait que cette réunion ne serait pas calme, mais il n'imaginait pas un tel spectacle. Maître Dubois entra avec un dossier sous le bras et demanda le silence. Il salua tout le monde avec sobriété et commença à lire le document. Sophie pouvait à peine se concentrer. Son corps était là, mais son esprit oscillait entre la colère et la tristesse. À côté d'elle, Camille caressait le bébé comme si elles étaient à une fête. Julien restait silencieux, sûr que cette réunion ne ferait que confirmer ce qu'il pensait lui revenir de droit. Sophie serrait les poings sur ses genoux. Elle ne pleura pas.
Elle attendit. Et sans le savoir, elle était sur le point d'entendre la plus grande révélation de sa vie. Sophie monta les escaliers du cabinet avec un pas ferme, bien qu'intérieurement elle tremblât. Elle portait une robe noire simple, celle du funéral. Dans ses yeux, il y avait encore du deuil, mais aussi une dignité silencieuse. Elle ne savait pas ce qui l'attendait dans cette salle, mais elle n'attendait pas de surprise. Sa relation avec Julien était brisée depuis longtemps, même si aucun ne l'avait dit à voix haute. Pourtant, une part d'elle voulait croire que ce jour serait respectueux, que Julien, au moins dans ce contexte, garderait une certaine tenue. Elle ne pouvait pas se tromper davantage. La salle de réunion était sobre, avec des murs ivoires et des étagères en bois massif. Sophie s'assit à côté de Louis, reconnaissante de sa présence. Tout semblait se dérouler normalement jusqu'à ce qu'elle entende la porte s'ouvrir à nouveau. Elle se tourna et son monde s'arrêta. Julien entra avec Camille à son bras, un bébé endormi contre elle. Ils ne dirent un rien, comme si leur présence était tout à fait naturelle. L'air devint dense et respirable. Sophie, paralysée, sentit son cœur se briser avec un craquement sourd. Personne dans la salle ne réagit immédiatement. Louis détourna le regard, mal à l'aise. Maître Dubois se racla la gorge et demanda le calme, mais Sophie ne pouvait pas se taire. Elle regarda Julien droit dans les yeux et, d'une voix tremblante, demanda « C'est ça que tu es maintenant? » Julien, sans émotion, répondit froidement « Camille est ma compagne, Bruno est mon fils, et je suis en train de divorcer. » Chaque mot était un couteau planté dans la poitrine de Sophie. Pas seulement la trahison, mais la manière cruelle, publique et sans empathie de la révéler. Sophie sentit son corps se disloquer. Elle retint ses larmes par pur orgueil, refusant de donner à Julien la satisfaction de la voir s'effondrer. Personne n'intervint. L'humiliation était absolue, brutale. Camille, indifférente au mal causé, s'assit avec un sourire superficiel, comme si tout cela lui était égal. Le bébé dormait dans ses bras, inconscient du drame des adultes. Maître Dubois tenta de ramener la formalité, mais l'ambiance était marquée par l'humiliation. La trahison n'était pas seulement sentimentale. Elle était publique, délibérée, cruelle. L'acte qui devait se concentrer sur l'héritage de Claire s'était transformé en un théâtre d'égoïsme et de mépris. Et il ne savait pas encore que le plus choquant restait à venir. Avec une indifférence presque violente, Julien lâcha une autre bombe. Il avait déjà entamé les démarches de divorce. Il le dit comme s'il parlait de changer d'opérateur téléphonique, sans émotion, sans respect. Sophie sentit tout son corps se crisper. Des années de mariage, de sacrifices partagés, de soins pour sa mère, et il les balayait d'une phrase sèche. « Tu ne fais plus partie de ma vie », répéta-t-il, tranchant. Il n'y avait pas de place pour le dialogue, ni pour la moindre compassion. Camille restait silencieuse, savourant le spectacle depuis son trône de papier. Sophie ne répondit pas. Dans ses yeux, il y avait des larmes contenues, mais aussi une nouvelle force qui naissait. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était une prise de conscience. Elle comprenait enfin que l'homme en face d'elle n'était plus celui qu'elle avait aimé. Louis l'observait, inquiet, mais admirant aussi sa dignité. Le notaire tout sauta, essayant de revenir au document. Personne ne s'attendait à ce que cette lecture, censée être formelle, devienne une scène digne d'une tragédie grecque. Et pourtant, le pire restait à venir. Quand Julien eut fini de parler, le silence fut brisé par les pleurs de Sophie. Pas un sanglot bruyant ni dramatique, mais un pleur profond, brisé, venant du fond de l'âme. Elle tenta de le contenir, mais les larmes coulaient seules, comme si son corps parlait enfin là où sa bouche ne pouvait pas. Louis se leva, lui tendit un mouchoir et resta à ses côtés en silence. Personne d'autre ne bougea. Camille continuait de caresser le bébé, indifférente à la douleur qu'elle causait. Julien, impassible, ne dit plus un mot. Pour lui, tout était dit. Sophie, assise dans cette salle au mur froid, sentit qu'elle avait touché le fond. Elle avait été loyale, avait pris soin de Claire comme d'une mère, avait enduré le mépris sans répondre, et maintenant, elle était seule, trahie et humiliée devant tous. C'était trop. Elle ferma les yeux, respira profondément et pensa à Claire, à sa voix calme, à son regard reconnaissant, à ses mains fragiles serrant les siennes. Cela lui donna de la force. Elle ne permettrait pas que cette scène la définisse. Julien l'avait peut-être abandonnée,
Mais la vie ne l'avait pas laissé tomber. Maître Dubois ouvrit l'enveloppe scellée et commença à lire d'une voix ferme. Tous se turent. La première partie du testament mentionnait des souhaits généraux, un enterrement simple, des remerciements au personnel médical, le pardon pour d'anciens conflits familiaux. Mais à mesure que la lecture avançait, la tension dans la salle monta. Je lègue la maison familiale de Lyon, les 2 appartements à Dijon et la totalité de mon compte d'épargne à ma belle-fille, Sophie Ramirez, lut le notaire. L'air se figea. Sophie releva la tête, incrédule. Julien écarquilla les yeux, furieux. Camille tordit la bouche avec mépris. Le testament continuait. Je le fais parce qu'elle a été celle qui m'a accompagnée dans mes derniers jours, Sandra. Non par obligation, mais par amour véritable. Mais ses fils recevront une somme symbolique pour leur rappeler que l'affection ne s'hérite pas. Elle se gagne. Louis hocha la tête avec sérénité. Julien devint rouge de colère. Sophie ne savait que dire. Elle était paralysée, mais quelque chose en elle commençait à se reconstruire. Claire, même depuis l'au-delà, l'avait protégée, non par pitié, mais par justice. Et maintenant, tout le monde savait qui avait été là et qui avait fui. Le notaire poursuivit, détaillant les biens légués à Sophie. La maison où Claire avait vécu toute sa vie à Lyon, 2 appartements en location au centre de Dijon et un compte bancaire avec plus de 180 000 €. Sophie n'en croyait pas ses oreilles. Elle avait l'impression d'écouter une histoire qui ne lui appartenait pas. Louis baissa les yeux, mêlant résignation et compréhension. Julien, lui, serrait les dents, muet de rage. Camille lui murmura quelque chose à l'oreille, mais il ne répondit pas. La salle semblait figée. Sophie n'avait rien demandé, et pourtant, elle recevait tout. La dernière partie du testament fut encore plus percutante. Claire laissait à Julien et Louis une somme symbolique et une lettre manuscrite, déjà archivée avec le document légal dans laquelle elle écrivait sans détour. Les Stéphis ne se mesurent pas par le sang, mais par leur présence. Qui ne prend pas soin ne mérite pas. Louis hocha la tête, les yeux brillants d'émotions contenues. Julien se leva brusquement, secouant la tête. « C'est une folie », murmura-t-il. Mais personne ne le contredit. Claire, avec ses mots posthumes, avait dit ce qu'elle n'avait jamais osé dire de son vivant, et personne ne pouvait plus changer cela. Incapable de se contenir, Julien se leva violemment, frappa la table de la paume de la main et accusa Sophie d'avoir manipulé sa mère, profitant de sa fragilité. « Tout ça, c'est toi! Tu l'as convaincue quand elle était sous sédatif ou affaiblie? » cria-t-il, les yeux injectés de colère. Sophie le regarda sans ciller, mêlant tristesse et dignité. Louis se leva aussi, prêt à intervenir si la situation dégénérait. Maître Dubois demanda le calme, mais l'atmosphère était déjà empoisonnée. Personne ne répondit à Julien, car sa colère n'avait pas d'argument, seulement un ego blessé. Au milieu du chaos émotionnel, Louis prit la parole avec sérénité, regardant Julien droit dans les yeux. Il dit qu'il acceptait la décision de sa mère sans rancune, car il savait qu'elle était juste. Il reconnut qu'il n'avait pas été aussi présent qu'il aurait dû, mais que Sophie, elle, l'avait été. Et cela, personne ne pouvait le nier. Ce n'est pas une question d'héritage, c'est une question de vérité, ajouta-t-il d'une voix ferme. Sa déclaration désarma toute tentative de victimisation de la part de Julien. Sophie le regarda avec une gratitude silencieuse. À cet instant, Louis cessa d'être un frère distant pour devenir un allié inattendu. Après les mots de Louis, le silence envahit la salle. Julien, submergé par la colère et la honte, attrapa sa veste avec brusquerie et se leva sans regarder personne. « Ça ne va pas en rester là », marmonna-t-il avant de sortir, laissant la porte ouverte derrière lui. Camille, surprise par sa réaction, resta assise quelques secondes, ne sachant que faire. La confiance avec laquelle elle était entrée s'effritait peu à peu. Elle jeta un regard en coin à Sophie, comme si elle comprenait pour la première fois qu'elle n'était pas la bienvenue. En caressant la tête du bébé, elle se leva lentement, sans un mot. Personne ne la retint. En franchissant la porte, Camille regarda Julien de loin, qui discutait au téléphone dans le couloir. Il ne semblait plus être un homme puissant, mais quelqu'un de vaincu, immature, dépassé par ses propres choix. Elle comprit alors qu'elle avait peut-être misé sur le mauvais cheval. Louis se rassit avec un calme apparent pendant que Sophie respirait profondément, assimilant tout.
Maître Dubois rangea les documents du testament avec un professionnalisme serein. La tension flottait encore dans l'air, mais le chapitre le plus dur était passé. Ce qui venait maintenant, c'était commencer une nouvelle vie, ou du moins clore l'ancienne avec dignité. Quelques semaines après la lecture du testament, Sophie fit ses valises et quitta Lyon. Elle le fit sans rancune, avec la sérénité de celle qui sait qu'elle mérite de respirer à nouveau. Dijon, avec son air frais et ses rues pavées, lui offrait l'anonymat, la distance et une véritable chance de recommencer. Elle loua un petit appartement en centre-ville avec une cuisine lumineuse qui lui rappelait les recettes qu'elle préparait avec Claire. Les premières nuits, elle dormit peu, encore en train de digérer tout ce qu'elle avait vécu. Mais peu à peu, la paix s'installa en elle. Elle n'avait ni conjoint ni enfant, mais elle avait la liberté. Et pour la première fois, cela suffisait. Avec l'argent de l'héritage, elle décida d'investir en elle-même. Pas de luxe, pas de voiture, pas de bijoux. Juste un rêve qu'elle gardait depuis des années. Ouvrir un restaurant de cuisine maison, comme autrefois. Elle trouva un local modeste dans une rue charmante et commença à le rénover avec l'aide d'une petite entreprise locale. Elle peignit les murs dans des tons chauds, accrocha des photos anciennes de son enfance et baptisa l'endroit d'un nom simple mais chargé d'histoire. La cuisine de Claire. Chaque jour passé là-bas, elle sentait que Claire vivait encore, d'une certaine manière. Et ainsi, entre fourneaux et souvenirs, Sophie commençait à reconstruire non seulement sa vie, mais aussi son identité. Le local ouvrit ses portes un lundi matin, embaumant le pain fraîchement cuit et le bouillon de pot-au-feu. Sophie, avec un tablier de lin et des mains légèrement tremblantes, accueillit ses premiers clients avec un sourire sincère. Le menu était simple, mais plein d'âme. Lentilles mijotées, omelettes aux pommes de terre, boulettes en sauce et en dessert, des crèmes à la vanille saupoudrées de cannelle, comme celle de Claire. La décoration évoquait la chaleur d'un foyer. Nappes à carreaux, vaisselle ancienne, un tableau noir avec des phrases écrites à la main. Les gens du quartier vinrent d'abord par curiosité, puis par amour des saveurs. Sophie ne le disait pas à voix haute, mais ce restaurant était sa manière de guérir. Cuisiner était son refuge, son dialogue avec le passé, sa façon de rendre grâce au présent. Elle n'avait ni associé, ni patron, ni horaires imposés, seulement son effort et sa passion. Elle apprit à négocier avec les fournisseurs, à gérer les commandes, à nettoyer chaque recoin à la fermeture. Il y avait des jours difficiles, bien sûr, mais aussi une sensation de but qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. La cuisine de Claire gagna en réputation grâce à l'humanité du service, la qualité des plats et ce je ne sais quoi qui faisait que les gens s'y sentaient bien chez eux. C'était le legs vivant d'une femme qui, sans le savoir, avait changé son destin. Les premiers mois furent un mélange d'enthousiasme et d'épuisement. Sophie dormait peu, se levait à l'aube pour préparer le bouillon du jour et se couchait en vérifiant ses comptes dans un carnet. Mais chaque sourire d'un client satisfait lui redonnait vie. Peu à peu, les avis sur Internet se multiplièrent. Des amateurs de cuisine locaux commencèrent à parler du lieu comme d'un trésor caché au cœur de Dijon. L'authenticité des saveurs, la chaleur de l'accueil et l'histoire derrière le nom touchaient beaucoup de monde. Sans le vouloir, Sophie avait créé plus qu'un commerce. Elle avait créé un refuge émotionnel pour les autres. Un après-midi, un critique gastronomique s'assit pour manger sans prévenir. Il goûta le pot-au-feu, les croquettes et un dessert de riz au lait qui le fit pleurer. Le lendemain, il publia une chronique intitulée « Claire continue de cuisiner » et l'effet fut immédiat. Appel, réservation complète, interview. Le restaurant devint une référence. Sophie restait la même, humble, travailleuse, concentrée, mais elle avait désormais une communauté qui la soutenait, une clientèle fidèle et un nom qui résonnait avec affection. Sans chercher à se venger, sans élever la voix, elle avait triomphé. Car parfois, le succès le plus profond n'est pas celui qu'on crie, mais celui qu'on sert chaud dans une assiette. Pendant que Sophie s'épanouissait à Dijon, Julien s'enfonçait lentement à Paris. La pression des derniers sermois, son comportement erratique et son attitude arrogante au bureau finirent par lui coûter cher. Il fut convoqué par les ressources humaines et licencié pour manquement répété au respect et absence injustifiée. Camille, qui au début lui offrait des mots doux, devint froide et distante. Les factures s'accumulaient, le loyer augmentait
et Julien ne trouvait pas d'autre emploi avec un CV terni. Son orgueil l'empêchait de demander de l'aide, mais la réalité ne pouvait plus être cachée. Pour la première fois, il ressentait ce que c'était d'être vraiment seul. Camille ne tarda pas à se lasser de la déchéance de Julien. Habituée au luxe, aux dîners coûteux et aux escapades de week-end, elle n'avait pas de patience pour un homme brisé. Elle commença à passer plus de temps dehors, avec des excuses vagues et des appels mystérieux à des heures indues. Julien, bien qu'il s'en doutât, faisait semblant de ne rien savoir pour ne pas perdre le peu qu'il lui restait. Mais un jour, il vit un message sur son téléphone qui ne laissait aucun doute. Camille avait commencé à fréquenter un entrepreneur rencontré lors d'un événement exclusif. Sans remords, elle commença à disparaître de sa vie, le laissant avec des dettes, un enfant et un orgueil brisé. Camille fut invitée à un gala de charité au Musée du vin de Bordeaux grâce à une amie travaillant dans les relations publiques. Elle s'y présenta dans sa plus belle robe, déterminée à laisser derrière elle les misères qu'elle vivait avec Julien. Là, elle rencontra Étienne Moreau, un entrepreneur charismatique, propriétaire d'un domaine viticole réputé en Bourgogne, veuf et connu pour sa générosité. Le coup de foudre fut immédiat. Il fut captivé par sa beauté et elle par son compte en banque. Ils parlèrent des heures durant, entre verres de vin rouge, rires fins et promesses vides. Camille ne mentionna ni son compagnon ni son enfant. Cette nuit-là, elle prit une décision. Changer de vie, encore une fois. Une semaine plus tard, elle fit ses valises sans prévenir. Elle dit à Julien qu'elle avait besoin de respirer, mais en réalité, elle avait déjà réservé un appartement à Beaune avec Étienne. Elle emporta les vêtements du bébé, ses documents et une petite valise avec l'essentiel. Elle laissa une note sèche. « Je ne peux pas continuer comme ça. Je pars avec quelqu'un qui sait ce qu'il veut. » Julien se réveilla dans un appartement vide, avec un berceau à moitié défait et un frigo vide. Il tenta de l'appeler, mais elle ne répondit pas. Elle était partie sans regarder en arrière, le laissant seul, ruiné, avec l'écho de ses propres décisions résonnant dans toute la maison. Quelques jours après le départ de Camille, Julien, effondré et sans direction, composa le numéro de Sophie avec des mains tremblantes. Au début, elle ne répondit pas, mais il insista jusqu'à ce qu'un soir, en fermant son restaurant, Sophie décroche. Sa voix était calme, ferme, celle de quelqu'un qui a traversé trop d'orages. Julien, en pleurs, lui demanda pardon pour tout. La trahison, l'humiliation, l'avoir laissée seule. Il dit qu'il était désolé, qu'elle lui manquait, qu'il voulait tout recommencer. Mais Sophie resta silencieuse quelques secondes, qui parurent une éternité à Julien. Avec la sérénité de celle qui a guéri de l'intérieur, Sophie lui répondit qu'elle appréciait son appel, mais que leur histoire s'était terminée le jour où il l'avait trahie sans se retourner. Elle parla sans colère ni douleur, mais avec la conviction de celle qui a reconstruit sa vie sans dépendre de personne. Elle lui souhaita la paix, lui dit qu'elle ne lui en voulait pas, mais lui demanda de ne plus la contacter. « J'ai appris à m'aimer seule, et ça, tu n'as jamais su le faire », furent ses derniers six mots avant de raccrocher. De l'autre côté du téléphone, Julien resta silencieux. Pour la première fois, il comprit ce que c'était de tout perdre, même celle qu'il avait le plus aimée. 2 ans plus tard, avec son restaurant établi et son âme apaisée, Sophie rencontra Marc Lefebvre lors d'une foire gastronomique à Dijon. Il était entrepreneur dans le secteur viticole, simple, courtois, avec un sourire qui inspirait la paix. Leur connexion fut immédiate, non par besoin, mais par une affinité sincère. Marc apprécia dès le premier instant l'authenticité de Sophie, son histoire, sa force, sa capacité à se relever sans rancune. Il ne parvient pas du passé, mais du présent et de projets communs. L'amour entre Sophie et Marc grandit comme grandissent les choses qu'on soigne. Avec du temps, des petits gestes et un respect absolu. Il n'y avait ni promesse grandiloquente ni urgence, juste une construction mutuelle basée sur le quotidien. Quand Marc lui demanda sa main lors d'un dîner simple, entre rires et vins, Sophie dit oui, les larmes aux yeux de joie. Le mariage fut intime, dans un jardin entouré de vignes, avec peu d'invités et beaucoup d'émotions sincères. Pas de robe de créateur ni d'alliance ostentatoire, mais tout brillait. À cet instant, Sophie sut que la vie lui avait rendu bien plus que ce qu'elle avait un jour perdu.
Une après-midi de printemps douce, Sophie et Marc partageaient un verre de vin sur la terrasse de la cuisine de Claire, avec vue sur la campagne bourguignonne dorée par le soleil. Le restaurant vibrait toujours de vie, de rire, d'arômes qui racontèrent des histoires, mais ce moment leur appartenait. Ils trinquèrent en silence, se regardant dans les yeux, sachant qu'aucun mot n'était nécessaire. Sophie respira profondément, sentant le poids du passé transformé en paix. Elle avait aimé, souffert, chuté et renaît. Claire, d'une certaine manière, était encore là, dans chaque détail. Et Sophie comprit enfin que la véritable justice ne s'écrit pas sur du papier. Elle se cultive dans l'âme.